En attendant le match Clap 3e, c'est le Talk Foot de Sudinfo et le soir en collaboration avec Vous Sport et RTL Sport. Autour de la table cette semaine, le commentateur foot le plus envié de la profession puisqu'il commande chaque année depuis de nombreuses années la Ligue des Champions. Emiliano Bonfili, bonjour. Bonjour à tous. Alors il n'est pas à plaindre non plus puisque chaque semaine il commente les plus belles affiches de Première Ligue. Jean-François Rémy. Bonjour. Vous êtes également le rédacteur en chef de Vous Sport World. Alors, n'y voyez rien de péjoratif, parce qu'il le revendique, mais dans les années 90, début des années 2000, c'est lui qui commentait tous les matchs de Waasland Beveren pour la grande époque de match 1. Grégory Baillet, bonjour. Bonjour, et j'assume. On est bien d'accord, vous êtes aussi le responsable sport de Sudinfo et du Soir. Je l'assume aussi. Alors lui ne commente aucun match, mais c'est la voix de la sagesse, la voix de la raison. On l'appelle affectueusement Oncle Phil également. Philippe De Witt est avec nous pour la première fois. Salut Philippe. Bonjour. Alors, au programme aujourd'hui, évidemment, 4 débats qui vont nous préoccuper durant ces 45 minutes. Le retour de Axel Witsel au Standard, est-ce un fantasme? On va en parler tout à l'heure. Le Sporting de Charleroi manque-t-il d'ambition? On évoquera aussi enfin le retour du public dans les stades. Et le premier thème va évidemment concerner l'Union Saint-Gilloise. L'Union qui ne cesse de surprendre, de séduire même, puisque les hommes de Felice Mazzu comptent toujours 9 points d'avance sur les Brugeois, second au classement, après le 0-0 d'hier. Alors avant de parler du derby qui aura lieu ce dimanche sur le coup de 13h30, évoquons évidemment le match d'hier, une petite réaction par rapport à ce 0-0. Et Emiliano ? Très étonné de la prestation de l'Union, parce qu'on se disait quand même ils vont jouer à Bruges, probablement que Bruges va essayer de prendre les choses en main, de jouer pour gagner, et on a vu une équipe de l'Union qui méritait peut-être de repartir avec la victoire, qui serait reparti avec la victoire si Mignolet n'avait pas été aussi grandiose hier soir. Donc moi dans l'attitude, dans la façon dont ils ont abordé le match, ils m'ont étonné, et c'est pas une surprise parce que depuis le début de la saison, l'Union prouve quand même qu'elle est à sa place, mais en tout cas, dans ce duel avec Bruges, chapeau à la façon dont ils ont joué et dont ils ont commencé tout simplement directement la rencontre. La preuve, c'est que quand on voit que Mignolet est l'homme du match, ça veut tout dire. Et moi, j'ai l'impression que sincèrement, les Saint-Gillois, ils peuvent aller au bout. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas arriver au bout du processus. 9 points d'avance, une confiance énorme par rapport à tous ses adversaires. Dans le top 4, quand on voit Skanderlecht, l'Antwerp et forcément Bruges ont fait cette semaine, ça ne fait que donner confiance. Et on a en plus l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que en termes de mercato, on est plus en train de parler de joueurs qui vont arriver pour déjà préparer l'avenir. Et les joueurs clés ont déjà fait comprendre, on sera encore là jusqu'à la fin des saisons, que ce soit Van Zer ou Ndav. Je trouve que c'est une communication qui est ultra positive pour un club qui peut avoir des ambitions de titre, sincèrement. Pour ceux qui suivent l'Union depuis la Division 2, on a une confirmation, en tout cas, c'est un projet sérieux. Voilà, je pense que c'est sérieux en dehors du terrain, c'est sérieux sur le terrain. C'est certainement assez structuré. On voit, et je répète ça souvent, mais je trouve qu'on voit la direction vers laquelle ils veulent aller. On voit déjà dans les transferts d'aujourd'hui quelles sont peut-être les solutions pour demain. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Après, le football est toujours une question de petits détails, de petits moments qui peuvent gripper la mécanique. Donc ça, on va voir. Mais je dirais que pour le moment, en tout cas, sur ce qu'ils ont proposé hier, ils sont certainement parmi les favoris, sans doute, pour peut-être décrocher le titre, pourquoi pas en rêver. Mais j'entendais dirigeants qui disaient, nous on prend match après match, le discours est logique, les supporters, pour en connaître plusieurs qui gravitent autour comme ça du club et de Bruxelles, etc., eux, ils ont quand même des étoiles dans les yeux aujourd'hui et ils se disent que c'est peut-être possible d'être champion. Mais moi je pense d'ailleurs qu'au-delà du discours convenu, le titre, je crois qu'ils ne pensent qu'à ça.
Quand on a 9 points d'avance à ce stade de la saison, je pense qu'on ne pense qu'à ça. Et moi, j'y crois vraiment parce que c'est vraiment la meilleure équipe du championnat depuis le début. Il faut rappeler que le football est un sport d'équipe et au-delà des individualités, il y a l'osmose, il y a la camaraderie, la solidarité et tout ça transpire de cette équipe comme un peu de l'équipe du Sporting de Charleroi quand Felice Mazzu y était. Et je pense que Felice vraiment est une sorte de sorcier qui parvient à créer cette solidarité, cette osmose et c'est évidemment capital dans un sport d'équipe. Alors la question du jour, c'est que donc nous avons à 13h30 dimanche ce fameux derby avec le retour du public. Alors la question que vous souhaitiez poser, Grégory, c'est est-ce que nos amis Saint-Gillois peuvent-ils s'imposer comme le club numéro 1 de la capitale sur le long terme ? Sur le long terme, ils n'ont pas encore, enfin ils doivent retrouver en tout cas leur histoire, leurs racines, ils les ont déjà retrouvées, mais l'histoire et ça doit aussi se conjuguer avec plusieurs saisons quand même comme celle-ci au plus haut niveau, etc. Il crée quelque chose, il crée un engouement. De là à détrôner le Sporting Anderlecht comme numéro 1 à Bruxelles, il y aura du boulot, il y aura je pense un long chemin. Mais ils ont derrière eux en tout cas des pans d'histoire et des moments très forts. L'Union, c'était en quelles années de la grande Union Saint-Gilloise ? Alors c'est 11 titres de 1904 à 1935. Ouais, voilà. Ça remonte à loin, mais ça a duré longtemps aussi quand même. C'était un vrai cycle, comme le cycle d'Anderlecht qu'on connaît depuis 50 ans ou 60 ans. Voilà, donc oui, peut-être alors retrouver justement vraiment tout leur lustre d'antan, pourquoi pas. En fait, moi je trouve que ce n'est pas un rêve complètement utopique, mais détrôner le Sporting Anderlecht, ça ce sera plus compliqué. Je pense que chacun doit vivre sa vie de son côté et c'est des histoires assez différentes. D'ailleurs, ils ne mobilisent d'ailleurs pas les mêmes personnes. L'Union Saint-Gilloise mobilise vraiment une population très bruxelloise. Anderlecht, on va plutôt chercher vers le Pajottenland, là un petit peu, voilà. Et puis aussi Brabant Wallon. Et enfin, c'est un peu plus étendu. Donc voilà, je pense que c'est deux publics cibles différents. Ce qu'il y a, c'est que l'Union peut peut-être prendre à un moment donné une importance, on va dire capitale, ça tombe bien, au niveau de Bruxelles et devenir l'équipe numéro 1 dans le cœur des Bruxellois. Il faut qu'il reste à Bruxelles pour ça. C'est un autre sujet, mais ils s'entraînent déjà au Lirs. Il faudrait qu'ils aient un stade et que ce stade s'installe à Bruxelles. Mais moi je pense que on a vu des petits clubs entre guillemets devenir champions. Je vais pas dire par hasard, mais enfin, sans lendemain, comme Beveren, comme le Lirs, et on voit aujourd'hui où ils en sont. Mais je pense que l'Union, il y a un projet beaucoup plus sérieux derrière, comme le disait Jean-François, parce qu'il faut savoir que c'est une société énorme, la société de Tony Bloom, le président, une société de 160 personnes en Angleterre, qui passe son temps à collecter des données, des datas, aussi bien pour les pronostics que pour le recrutement. Et c'est comme ça qu'une DAF et compagnie sont venus de nulle part grâce à ces datas-là. Et je pense qu'ils ont déjà en tête les successeurs de Van Zer, de Nielsen, de Undav, etc. Et donc il y a un projet sérieux, un projet de stade aussi. Donc il y a vraiment une structure beaucoup plus importante que Beveren ou Lirs à l'époque. Et je pense que vraiment la belle histoire de l'Union, elle peut durer, je pense. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de conditions. Voilà, Tony Bloom doit rester propriétaire. La collaboration avec Brighton, elle se fait aussi au niveau du mercato. Ça, c'est important. Un nouveau stade. Une école des jeunes aussi. Travailler aussi sur l'école des jeunes, parce que là, pour l'instant, dans le noyau de l'Union, il y en a pas. Il y en a pas. Donc, c'est vrai que tout ça, travailler sur ces points-là, ça pourrait faire grandir évidemment le club. Maintenant, rivaliser avec le club le plus titré de Belgique, est-ce que c'est le plus... Enfin, voilà, le palmarès est aussi important je trouve, quand on parle de club numéro 1. Pour moi, même si ces 5 dernières années, Anderlecht n'est pas le club numéro 1 en Belgique parce que Bruges l'a détrôné, mais si on regarde le palmarès, voilà, pour moi, encore le club le plus prestigieux en Belgique, ça reste le Sporting d'Anderlecht, pour le nom aussi à l'étranger, à l'extérieur. Donc, c'est pas, faut pas trop juger sur 3, 4, 5 dernières années, mais il faut voir ça sur plusieurs années. Mais je pense que, comme l'a dit aussi Philippe, c'est vrai qu'on sent que le projet à l'Union est sérieux, que c'est pas un projet sans lendemain. C'est ça qui est beau et qui est tout bénéfice aussi pour le championnat. Ce match, c'est aussi, j'ai envie de dire, un choc entre deux styles, deux personnalités fortes aussi de notre championnat. Vincent Kompany d'un côté et de l'autre côté, Felice Mazzu. Ce sera aussi un match dans le match entre deux hommes qui
on va dire au passé complètement différent. Radicalement différent. Ouais. Mais l'un et l'autre prouvent en effet une chose, c'est qu'on peut on peut avoir été un grand joueur et devenir sans doute un grand entraîneur, et on peut ne pas avoir été un grand joueur et pour autant faire un grand entraîneur, en tout cas pour l'instant, en tout cas au niveau belge, il le prouve, même s'il y a eu ce petit échec à Genk, mais je trouve qu'il y a des circonstances quand même atténuantes. Et puis quand on regarde beaucoup plus près ce qui s'est passé réellement à Genk, ce n'est peut-être pas l'échec cuisant dont on a parlé à un moment donné. Mais c'est, je pense, le constat. C'est de voir que on a vraiment deux entraîneurs qui sont différents, ne fût-ce que par leur passé, leur histoire, mais je pense qu'ils se rejoignent sur un truc, c'est une vraie passion pour le foot et une vraie envie d'en permanence se cultiver au niveau du jeu, au niveau de la gestion, enfin tous les paramètres du football les intéressent l'un et l'autre. Et je trouve que c'est des garçons curieux tous les deux, et pour cette raison-là, je trouve qu'ils ont ce point commun alors qu'ils sont tellement différents. Mais c'est une belle rencontre. Je trouve que Felice a derrière lui peut-être un peu plus que Vincent, je dirais, cette expérience d'entraîneur, parce qu'il traîne ça depuis même les petites divisions, etc. Et on y apprend beaucoup. Et donc dans cette gestion dont Philippe parlait tout à l'heure, cette espèce d'engouement, cette espèce de voilà, et c'est peut-être ce qui lui réussit pour l'instant à l'Union, parce que la dimension de l'Union n'est pas celle peut-être d'autres clubs où on attend autre chose. J'ai entendu une phrase que j'ai retenue hier d'une interview. Qui c'était, je ne sais plus, mais c'était après le match à Bruges. Et un joueur qui a dit on est un petit club. Et le fait de pouvoir dire ça, c'est déjà tellement différent que si on est à Anderlecht, on peut pas dire on est dans un petit club. À l'Union, on peut encore le dire. Et ça met une pression quand même extrêmement différente. Et on l'a senti, les dirigeants, c'est on va prendre match par match, et on a tout à gagner ici à Bruges, tout est formidable. Et je pense que ce sera à peu près le même discours contre le Sporting d'Anderlecht. C'est ça la différence entre les deux aujourd'hui. D'un côté, ce ne sont que des belles surprises, et de l'autre côté, il y a une pression. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on va regarder, on va observer, on va critiquer, les journaux vont s'enflammer, etc., etc. Enfin, voilà, quoi. Quand vous parlez du coaching, on a envie de dire aussi que Felice Mazzu travaille plus sur, on va dire, une constance. Il y a un vrai projet de jeu et un vrai projet humain derrière tout ça. Alors que Vincent Kompany, on a senti quand même qu'à un moment donné, il y avait ce fameux process, abandonner, repris, réabandonner. Plus ces jeunes qui sont parfois dedans, puis une fois dehors. On a le cas de Sardella que j'imagine qu'il ne jouera pas parce que c'est vraiment. Mais les attentes ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais on a envie de dire que c'est pas ça, Sardella. 3 matchs, 3 défaites pour Anderlecht. Oui, mais je pense aussi qu'il y a entre les deux coachs, ce qui fait la différence aussi, c'est que il y a une expérience énorme du côté de Felice qui a commencé, comme on l'a dit, dans les équipes de jeunes, qui a grandi au fil des divisions avec ses différents clubs. Et on a, je pense, encore un coach Kompany qui est toujours en construction, forcément. C'est encore un jeune coach. Moi, j'ai un regret, c'est dommage qu'il n'ait pas été l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, parce que je pense que ça aurait pu être encore très très intéressant pour lui. C'était comme si il a été blessé tellement longtemps qu'il a pu observer les choses de près quand même. Mais en tout cas, je pense que c'est encore un coach qui est en construction, alors que là, on a un coach qui a une idée claire de ce qu'il veut faire, de ce qu'il sait faire, qui a beaucoup appris de Genk, qui a construit Charleroi sur 6-7 ans, sur les 6-7 années qu'il a passé à Charleroi. Donc voilà, il y a encore beaucoup. C'est vrai qu'ils sont très très différents finalement. Mais je pense que c'est un avantage pour les entraîneurs qui sont des joueurs inconnus, qui n'ont été des petits joueurs, de faire leur classe, comme on disait avant. Raymond Goutas avait commencé à Warem, puis à Saint-Tron, et je pense que c'est vraiment un avantage de faire ses classes pour apprendre du football en bas. On en apprend beaucoup, je pense. Pour le reste, je pense que Felice et Vincent ont un charisme, un magnétisme même extraordinaire, qui permet vraiment de souder le groupe. Mais effectivement, l'expérience acquise par Felice me paraît primordiale. Oui, le vestiaire de l'un n'est pas le vestiaire de l'autre. Attention, vous arrivez le premier jour dans le vestiaire du Sporting Anderlecht, c'est pas la même chose que d'arriver dans le vestiaire de l'Union Saint-Gilloise ou du Sporting de Charleroi à l'époque. C'est le discours, la teneur du discours. On a deux choses différentes. On a d'un côté des joueurs considérés comme des stars, je mets des guillemets parce que les guillemets doivent être mis certainement dans cette période traversée maintenant. Et de l'autre côté, on a des joueurs qui sont en
en demande de progresser, qui veulent prouver quelque chose, qui sont là finalement tout en sachant que c'est pour gagner un transfert, quelque chose. Alors vous allez me dire ceux d'Anderlecht aussi, mais quand même le statut dont ils bénéficient au départ, est-ce que ça c'est juste ou pas, ça c'est un autre discours, c'est un autre débat. Mais c'est la grande différence entre les deux clubs aujourd'hui. Là, il faut considérer ça parce que c'est important ce paramètre, même si c'est un paramètre qui, à mes yeux, est très fort construit par l'image qu'on donne, par la presse, par tout ça, enfin voilà, tout ce qu'on dit autour. Mais il y a aussi cet aspect, on parlait tout à l'heure des data, etc., que des joueurs comme Undav avaient été choisis notamment à travers leurs data. On sait qu'à l'Union Saint-Gilloise, il y a aussi un gros travail au niveau du recrutement, non pas uniquement sur base de data, mais aussi sur base humaine. Donc il y a des entretiens qui sont faits avec les joueurs pour voir comment ils sont, entre guillemets, humainement. Donc il y a eu cet aspect-là qui a été vu, et on le sent notamment avec un joueur comme Undav, qui à mon avis, pour le moment, pourrait complètement planer, voire perdre pied, et on a l'impression qu'il reste le même, malgré le fait qu'il est devenu, pour ainsi dire, maintenant, sur un tour, il est le soulier d'or. Il faut le rappeler, sur le deuxième tour du championnat, il est le soulier d'or dans notre championnat. Donc, on a quand même l'impression qu'il reste les pieds sur terre. C'est pas uniquement Felice Mazzu qui fait ça. Il y a aussi derrière tout ça un travail qui a été effectué. Bien sûr. Et le travail du staff, parce qu'il y a une plus grande stabilité à l'Union, c'est pratiquement toujours la même équipe, ce qui veut dire aussi que la préparation physique est assez exceptionnelle. Je pense que c'est Felice, mais aussi tout son staff qui prépare ça d'une façon formidable. Mais quand on voit les 10 dernières minutes hier du match contre Bruges, on sent toute cette fraîcheur qu'il y a, physique souvent, justement. C'est très souvent. Alors, un rapide petit tour de table pour clôturer sur ce sujet-là. Avantage à qui? Mazzu, compagnie, Emiliano? Mazzu. À domicile, je pense que l'Union peut vraiment malmener le Sporting Anderlecht, mais un Sporting Anderlecht qui peut se retrouver du jour au lendemain, il y a quand même beaucoup de classe dans cette équipe aussi, donc je ne vais pas les enterrer trop vite non plus. Avantage Mazzu pour son expérience, comme on a dit, et pour le collectif qui se dégage de cette équipe unioniste. Avantage Felice Mazzu aussi. Alors, Zirkzee, plus costaud que Undav et Van Zer? Je pense pas. Oui. Mais on dit Zirkzee d'un côté et un duo de l'autre. Et ce duo, vraiment, ils ont leur qualité individuelle, mais c'est surtout leur complémentarité. Ils se trouvent les yeux fermés, ils savent chaque fois comment l'autre va se déplacer, où il faut s'entrer, etc. Et c'est vraiment leur complémentarité qui fait la différence. D'ailleurs, on dit que Undav pourrait aller à Wolfsburg ou en Angleterre, plutôt à Wolfsburg apparemment. Moi, si je suis patron d'un club allemand ou anglais ou quoi, je prends les deux. Je prends les deux parce que c'est vraiment le tandem qui fait leur force. Et j'ai presque peur que l'un sans l'autre, ce soit beaucoup moins bon. Moi, je rêve qu'ils restent ensemble, n'importe où, mais qu'ils restent ensemble. Moi, je dirais qu'au niveau de la mentalité, 100% derrière Undav, Van Zer. J'ai l'impression que Zirkzee a une tendance à parfois être suffisant, comme il l'a été notamment pour le Cercle. Et là, chapeau à Compagnie, qui, à un moment clé du match, n'a pas hésité à le sortir pour lui faire, je pense, à mon avis, comprendre ce n'est pas parce que tu t'appelles Zirkzee et que tu viens du Bayern que tu peux tout te permettre. Oui, l'attitude. Je pense que Zirkzee, il a 20 ans, Undav a 25 ans. Undav, il sait que probablement, là, c'est la chance de sa vie aussi d'aller en Bundesliga. Maintenant, à cet âge-là, il est en train d'exploser. Zirkzee a peut-être plus de potentiel sur le futur, mais il y a cette nonchalance qui peut être un désavantage pour lui, en tout cas. On parlait tout à l'heure de l'importance justement de la psychologie des joueurs, etc. Ben voilà, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un joueur qui est un joueur baby star, on va dire, hein, donc ça a toujours été le meilleur, ça a toujours été le plus fort, ça a toujours été le plus beau, transfert au Bayern de Munich, etc. Donc forcément, il a un schéma mental qui est tourné autour de ça. Et puis de l'autre côté, on a des garçons qui ont toujours été en difficulté. Van Zer est un garçon qui a dû énormément souffrir pour en arriver là où il est aujourd'hui, y compris à passer par des blessures. Undav a joué jusqu'en 3e division à un moment donné. Donc on a deux types totalement différents et deux psychologies totalement différentes de joueurs. Et donc voilà, maintenant sur la classe pure au départ, Zirkzee est un joueur formidable. Vraiment, c'est un gars qui sait tout faire. Et je ne serais pas étonné à un moment donné, si mentalement il y a ce petit déclic, à la limite on pourrait prendre un petit peu du mental d'Undav et de Van Zer et lui inculquer ça, je ne sais pas, peut-être qu'on va inventer une nouvelle technologie qui va permettre de le faire. Non mais tout ça pour dire que c'est vraiment important de le signaler, mais sur la classe, vraiment, si à un moment donné Zirkzee dans un jour de folie, il peut vous faire des trucs.
mais qui Bien sûr. sont, voilà, et il peut terminer demain dans les plus grands clubs parce qu'il a ça dans les pieds. Chez Zirkzee, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête et est-ce qu'il sera capable d'aller chercher cette volonté supplémentaire qui fera de lui un champion. Ça, c'est la grande interrogation. Mais je prends un exemple aussi, à l'époque, il y a cette génération française où il y avait, quand ils étaient jeunes, Benzema, Ben Arfa, Nasri, à peu près la même génération. À l'époque, en jeune, tout le monde voyait Ben Arfa, en fait. Et quand on voit finalement les carrières, quand on voit la force de travail de Karim Benzema, il n'y a pas photo quand on compare les carrières. Mais quand ils étaient jeunes, c'était Ben Arfa qui était considéré comme le grand en devenir. L'attitude, le travail, le mental fait la différence. Le derby bruxellois, c'est donc dimanche à 13h30. Avant ça, on va ouvrir cette journée de Pro League avec Saint-Tron-Charleroi, l'occasion de parler du Sporting Carolo. C'est pas pour rien que nous avons évidemment invité Philippe De Witt avec nous ce vendredi. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est le Sporting de Charleroi manque-t-il d'ambition ? 2 points sur 12 depuis le départ de Shamar Nicholson. Un seul but inscrit lors de ces 4 rencontres sans Shamar Nicholson, alors que le Sporting en avait inscrit 38 sur les 20 premières rencontres de la saison. Philippe De Witt, c'est évidemment à vous que je pose cette question. Charleroi manque-t-il d'ambition en laissant partir Shamar Nicholson, en voyant les résultats qui sont là depuis 4 matchs ? C'était probablement difficile de ne pas le laisser partir, mais ce qu'il fallait, c'était anticiper ce départ et avoir vraiment une vraie solution en réserve. Ils ont pris Boyac qui ne jouait pas à Gand, et donc il faut le temps qu'ils se mettent dans le bain et qu'ils marquent des buts. Moi, je suis vraiment déçu. Je pense que le Sporting, vous savez, entre 2024 et entre 2014 et 2018, le Sporting est allé 3 fois en play-off 1. Et les 4 saisons suivantes, depuis 2018, il est allé une fois. Parce que cette saison, je pense qu'il n'ira pas. Donc, 3 fois sur 4 d'abord, et puis un nouveau cycle avec 1 fois sur 4. C'est une régression incontestable. Et je pense que le Sporting n'arrive pas à franchir ce pas. On le voyait vraiment intégrer le G5, le G6. Là, il est en train de régresser. Et on se retrouve un peu comme en 2019, où il était dans le top 6 en janvier, et puis Benavente est parti, et tout s'est dégonflé. Ici, j'ai l'impression qu'on revit le même scénario avec le départ de Nicholson, qui n'a pas été anticipé. Et ça, c'est vraiment une déception. Oui, mais c'est pas la première fois que le Sporting perd justement chaque fois quelques joyaux au mercato d'hiver. Une différence avec le passé aussi, c'est que à l'époque il y avait quand même un coach. On en revient comme Felice Mazzu qui avait un peu plus d'expérience, parce que je pense qu'il en perd 3 à un moment donné. Il y avait Milicevic qui partait. Oui, Kaya. Voilà, ils étaient 3 à partir. Il a quand même réussi à garder le cap. Ici, on a un autre coach. Mais là, ils avaient anticipé. Ils ont directement pris Timon et 2 autres. Je ne sais plus qui ils avaient anticipé ici. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'anticipation. Oui, ça, je suis d'accord. Mais en même temps, je pense aussi que le Sporting est quelque part en étant 6e au classement et finalement à sa place aussi. Bon, les playoffs ont changé. Si jamais c'était toujours les 6 premiers, on dirait qu'ils sont toujours dans le coup et on parlerait des catastrophes Standard et Genk alors. Mais la concurrence est féroce. Je pense qu'il y a quand même une gestion où on veut chaque fois faire de bons résultats financiers, être à l'équilibre, qui fait que c'est très compliqué justement d'avoir des petits coups de folie. Ça, c'est ça. Mais moi, je pense qu'ils sont finalement à leur place en étant 6e au classement. Ben oui, ils sont 6e, ils ont des bons résultats financiers. Qu'est-ce qu'il faut de plus a priori ? Moi, j'ai le sentiment que c'est un club qui continue à grandir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve qu'il y a une dimension vraiment différente cette année-ci par rapport aux autres années. C'est l'introduction des jeunes joueurs. Et ça, je trouve que c'est très nouveau du côté du Sporting de Charleroi. On avait eu ça de façon très épisodique. Ici, si vous faites le compte, depuis le début de la saison, il y a 7 ou 8 joueurs qui sont issus de la formation du Sporting, qui ont joué. C'est pas, voilà, ils ont joué. Et il y en a même qui s'imposent comme des titulaires, qui auraient parié sur Tchatchoua au début de l'année. Quasiment personne. On a Nkuba qui revient, on a Wazinski, on a Boukamir qui est pas très loin non plus du noyau. Voilà. Donc, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas si, au niveau de l'anticipation, je pense, c'est peut-être mieux que moi, Philippe, mais je pense que c'est l'opportunité qui les a un peu surpris, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient peut-être pas non plus à avoir cette proposition-là, à ce moment-là, pour laisser partir leur attaquant vedette, et qu'ils ont été un petit peu surpris. Maintenant, on va terminer la saison, et s'ils terminent la saison dans les 6-7 premières places, ils seront bien.
parce que c'est leur position et que s'ils avaient voulu, et moi j'ai le sentiment que ce qu'ils attendent du côté du Sporting de Charleroi, c'est de continuer à travailler sur leur école de jeunes où ils ont fait quand même un gros coup cette année-ci. Ils ont toujours l'idée évidemment du stade qui va arriver, et je pense qu'à un moment donné, il y a cette patience aussi, et que tout ça va peut-être à un moment donné, à l'arrivée du nouveau stade, à la maturité, je dirais, de leur école de jeunes, et puis en continuant à travailler de la même façon, en ayant quand même cette capacité d'aller chercher des gars et de toujours les bonifier, dans un contexte, il faut le rappeler quand même, où on a fait confiance à un jeune entraîneur qui aurait pris Steele. Il fait le job. Alors on peut toujours rêver à la première et à la deuxième place, ça oui, mais il fait le job. Et en plus de faire le job, il introduit ces jeunes joueurs du centre de formation. Et il y a cette nouvelle dynamique-là, parce que ça va amener évidemment des choses positives, je pense, au Sporting de Charleroi, sur du moyen long terme, parce que les jeunes vont comprendre que c'est peut-être là aussi qu'il faut aller maintenant, si on veut avoir une chance peut-être de percer au plus haut niveau. Donc tout ça, moi je trouve que c'est une saison vraiment très intéressante pour eux, même si je te rejoins, il y a peut-être sur le coup du centre avant, vraiment, voilà, ils auraient pu faire mieux, et je suis pas convaincu que les solutions qu'ils ont trouvées à court terme maintenant soient à la hauteur, en tout cas, de ce qu'ils espéraient. Oui, maintenant, comme tu dis, leur situation financière est très bonne, parce qu'ils ont vendu très cher au Siemens, Kebano, etc. Alors pourquoi ne pas aller chercher pour 2 ou 3 millions, ils pourraient se le permettre, un vrai buteur qui connaît bien le championnat, genre Yann Vossen ou Gianni Bruno, qui sont des gens qui connaissent bien la compétition, qui marquent facilement. Moi j'aurais bien vu ça, plutôt que de faire toujours des paris, il faut en faire, mais à un moment il faut aussi des certitudes. Quant à l'entraîneur, c'est intéressant, Steele qui apporte un vent nouveau. Je trouve quand même, et je ne suis pas son copain, j'ai rien spécialement pour lui, qu'on s'est débarrassé un peu vite de Bélocine. Il faut quand même rappeler qu'en 2020, le Sporting de Bélocine termine à la 3e place, c'est-à-dire la 2e meilleure saison de toute l'histoire du Sporting, après la 2e place de 1969. Moi, j'étais surpris quand même que Bélocine soit dégagé aussi vite. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Moi, je suis curieux, c'est de voir par rapport à ce fameux projet de stade. Parce que j'ai l'impression que ça doit être, entre guillemets, un accélérateur d'ambition. On l'a vu avec, je pense que leur exemple, pour Charleroi, l'exemple type, c'est la Gantoise. La Gantoise a vu ses ambitions nettement monter avec la création de ce nouveau stade. Je pense que Charleroi a envie, entre guillemets, d'imiter les Gantois. Cela dit, on voit où sont les Gantois maintenant. C'est pas évident non plus de se maintenir au plus haut niveau après avoir été champion. Mais donc, je me dis que ça peut être un élément dans le futur qui pourrait dire, voilà, sur cet aspect-là, le Sporting est ambitieux. Mais là aussi, de nouveau, où en est-on dans ce dossier du stade? Où en est-on exactement? Ça reste assez flou à mes yeux. Oui, j'avoue que, enfin, moi j'ai le sentiment que ça avance, mais c'est mon sentiment vu de l'extérieur. Peut-être leur communication n'est pas mauvaise, et donc du coup on a l'impression que les choses avancent. Moi j'ai le sentiment que les choses avancent. Je dirais, le signe pour moi positif cette année, je reviens encore une fois là-dessus, ce sont les jeunes. Oui, ça, c'est capital. Ce sont les jeunes, et attention, ce sont les jeunes, mais pas qu'au niveau de l'équipe A. Ce sont les jeunes aussi qui prennent place dans les équipes nationales de jeunes. Ce sont aussi ces gamins qui viennent au Sporting, qui ont aujourd'hui 13-14 ans. Ils ont une équipe 14 par exemple, qui est vraiment une équipe de qualité. Alors est-ce qu'ils seront pillés, pas pillés, ça reste évidemment toute la problématique. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de... Et on a besoin, tu disais tout à l'heure, le palais de l'Union Saint-Gilloise, ils ont fait travailler l'école de jeunes. Je pense que c'est un peu le même principe là-bas, tout en se stabilisant assez aisément dans une première partie de tableau, avec des moments où il y a des courbes, etc. Mais on peut admettre, Philippe, que sur l'un ou l'autre match, il y avait des points à aller grappiller à gauche, à droite, oui, comme peut-être ici, face à Courtrai, où finalement, dans un bon mood, peut-être, paf, il y a un truc qui se passe et le club peut-être prend les 3 points et on parle peut-être différemment aujourd'hui. Voilà, je trouve quand même de l'ensemble. Après, sur le dossier du stade, j'en sais rien, je sais pas du tout. Ça doit y avoir des trucs politiques derrière tout ça. Apparemment, ça va bientôt bouger, mais ça traîne quand même un peu, je trouve. Mais ça devrait bientôt bouger, apparemment. Voilà. Bon, on verra. Rien à ajouter. Par contre, on est quand même d'accord, le Sporting est vraiment trop court pour atteindre ces fameux playoffs cette année. Hein. Ouais. Il peut dire merci au Cercle de Bruges qui ont gagné en Anderlecht, a maintenu l'écart à 5 points, mais je pense que les 4 premiers, logiquement, sont quand même connus. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment une obsession pour
pour l'équipe. Si sportivement ça se passe, ils vont évidemment saisir l'occasion, ils vont prendre. Après, j'ai toujours moi une perception des compétitions un peu, je me dis bon, mais il y a 4 places pour les playoffs, et quand on regarde les places de façon chères. totalement objective ce qui se passe en tête avec aujourd'hui Bruges et l'Union Saint-Gilloise et puis l'Antwerp et peut-être le Sporting Anderlecht, objectivement, on a là les 4 équipes qui sur l'ensemble ont des structures, etc., qui leur permettent d'être là, et l'Union Saint-Gilloise sur son jeu, pas de problème, ils ont évidemment leur place là. Donc du coup, c'est pas super gênant. Enfin, je trouve pas. Non, enfin, le Sporting grandissait vraiment, et j'ai l'impression que ça stagne un peu quand même. Je disais 3 fois sur 4 en play-off 1, et puis ça va faire 1 fois sur 4. J'ai l'impression, j'espère que c'est pas un plafond de verre, j'espère qu'ils pourront le dépasser. Mais évidemment, beaucoup de choses dépendent du stade, on l'a dit, et de la poursuite de la formation, comme disait Jean-François. Et ça, c'est vrai que c'est un changement capital. Ce sont les supporters qui sont peut-être plus exigeants maintenant. Mais ce qui est la preuve que le club malgré tout grandit. Avant, quand le Sporting était 9e, 12e, on faisait la fête quand même. Maintenant, dès qu'ils sont en dehors des 5-6 premiers, ça commence à siffler. Et c'est normal, mais en même temps, il faut répondre à cette exigence. Ouais, mais il faut pas perdre de vue aussi, quand on regarde les autres clubs, à l'Antwerp qui est là derrière pour investir, Keizens. Enfin, voilà, il faut aussi regarder qui investit dans les clubs, quoi. Ah oui, globalement, avec leurs moyens, ils font un boucle formidable. Voilà. Faut pas oublier qu'il y a 10 ans, ils étaient en D2 et presque en faillite. Quand Mehdi et Fabien Debec ont repris, ils étaient en D2 et presque en faillite. Donc, non, franchement, chapeau. Moi, j'ai envie de dire, pour conclure là-dessus, que je suis aussi, comme Jean-François disait, assez satisfait, j'ai envie de dire, de l'évolution des jeunes. C'est un point ultra positif. Peut-être qu'ici, dans ce début d'année, on voit d'ailleurs aller sur l'écran la photo de Morioka, un Morioka ou un Kayembe par exemple, des cadres, ils ne répondent pas présents à un moment crucial, au moment où on perd le meilleur attaquant. J'ai envie de dire que derrière, ceux qui doivent entre guillemets pousser le club vers le haut ont du mal, en tout cas en début d'année 2022. C'est un avis. Tout à fait. Surtout Morioka, qui est pour moi le joueur clé, un petit creux depuis quelques semaines, et ça se paye évidemment. La question diabolique de cette semaine, elle concerne le Standard et Axel Witsel. On parlait des supporters de Charleroi qui étaient peut-être devenus trop exigeants. Il y a eu évidemment cette folle rumeur qui court depuis quelques jours sur le Standard et qui évidemment peut réjouir les supporters du Standard. C'est cet éventuel retour de Axel Witsel au Standard. C'est vrai qu'Axel Witsel ne joue pas des masses pour le moment avec la meilleure équipe d'Europe, le Borussia Dortmund. Oui, c'est le supporter qui parle. Alors, est-ce utopique, est-ce réaliste, un retour déjà pour la saison prochaine d'Axel Witsel au Standard? D'abord sur Axel Witsel, c'est vrai qu'il joue un peu moins. Il y a quelques critiques en Allemagne. Beaucoup moins. Voilà, mais il joue beaucoup moins. 33 ans, faut pas oublier qu'il a eu une rupture du tendon d'Achille, qu'il est revenu très très vite, parce que si on compare par exemple Spinazzola qui s'était blessé dans le quart de finale contre la Belgique, rupture du tendon d'Achille, il est toujours pas revenu et il sera pas là pour les playoffs, les barrages Coupe du Monde entre l'Italie et la Macédoine, donc avant éventuellement peut-être une finale contre le Portugal ou la Turquie. Donc on voit quand même que déjà il y a eu un exploit de Witsel pour revenir dans les temps, ça il faut le souligner. Donc qu'il y ait un coup de mou physique, c'est peut-être pas étonnant. Je suis pas médecin, mais c'est pas étonnant. Je pense que malgré tout, Axel Witsel a encore 2 années devant lui au haut niveau. Alors, le retour au Standard, on sait l'amour que Axel Witsel porte au Standard de Liège. Moi, si j'étais le conseiller sportif d'Axel Witsel, je lui dirais, mais qu'est-ce que tu irais faire là maintenant au Standard? C'est quoi je sais pas. Moi, je sais pas d'où vient cette rumeur. Mais c'est une rumeur. C'est une rumeur. Alors, je sais pas. Honnêtement, on va être sérieux 2 minutes. On lit partout qu'ils veulent se débarrasser de tout le monde coûte trop cher, ça ne va pas. Et là, ils iraient chercher Witsel. Ils ne sauraient pas payer le cadre la moitié de son contrat. Ça n'a pas de sens. C'est impossible. Oui, il va revenir au Standard, il paraît en septembre pour venir voir un match, c'est possible. Mais je crois pas qu'il va venir. Et puis alors, vous avez vu cette vidéo où il est avec Meunier, ils en rigolent. Ouais. Je pense que c'est un truc, je sais pas d'où c'est sorti, c'est un truc de presse. Voilà. À moins que on ait une histoire complètement rocambolesque d'un repreneur qui tout à coup arrive avec
des pétrodollars ou des millions de dollars de je ne sais pas où ou comment, et qu'on puisse éventuellement lui offrir une fin de carrière exceptionnelle. Mais pas dans le contexte actuel, ça c'est de la blague. Est-ce que le Standard, aujourd'hui, peut faire rêver un diable rouge? Quand on voit toutes les incertitudes de reprise, d'investissement, des bilans financiers, de discours, quand on voit l'équipe aussi actuelle, lui, ça peut le faire rêver tellement son amour du Standard, on l'a dit, est immense. Mais bon, c'est peut-être un peu tôt, il va pas non plus s'asseoir sur son contrat. Et puis moi, globalement, je suis plutôt contre le retour des Diables en Belgique, une fois qu'ils ont fait leur carrière et qu'ils ont fait fortune à l'étranger. Et souvent, ça se passe pas bien. Hein. On a vu Defour, on a vu Lombas, on a vu Miralas, Chadli, même compagnie qui n'a pas su jouer longtemps. Pour une ou deux réussites comme Mignolet ou Nainggolan, souvent c'est un flop. Mais non, il reviendra au Standard, mais il reviendra au Standard après. Oui, d'accord, mais justement, maintenant c'est pas possible, et il revenira à 35 ans quand il sera cuit, ça sert à rien. Non, mais il viendra pas jouer, il viendra au Standard pour s'occuper des jeunes, des infrastructures, directeur sportif, tout ce que vous voulez, parce que c'est parce qu'il a son attachement au club, d'accord. Oui. Mais là, ou alors... Mais quand on en parle maintenant, ce serait pour jouer, et là c'est pas réaliste. Oui, le on. Oui, c'est qui la rumeur, la rumeur. Monsieur. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Un retour, en tout cas, immédiat. On peut imaginer un énorme investisseur qui arrive, etc. Maintenant, avec Axel Witsel, on est surpris très régulièrement. Hein. Qui aurait dit qu'il allait aller de Benfica au Zénith? À l'époque, le Zénith, c'était surtout l'aspect financier qui apparaissait. C'était pas encore le grand Zénith. Et puis, du Zénith, il part en Chine. Là, on le voyait à la Juventus ou à l'AC Milan. Il arrive en Chine. Là, il a surpris tout le monde. De Chine, il arrive au Borussia Dortmund, qui est quand même peut-être pas la meilleure équipe d'Europe, mais une des meilleures équipes au niveau européen. J'ai envie de dire, il est capable de tout. Et en même temps, j'y crois pas non plus pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est tellement attaché à ce club. Quand je voyais les supporters qui mettaient le jour où il revient au Standard, ce sera avec une statue devant le stade d'Axel Witsel. Il a tout à perdre au niveau sportif. Il a tout à perdre. Il va arriver, imaginez que ça se passe mal, il va se prendre. Mais si, alors franchement, je veux pas, mais plutôt que de discuter autour d'un cas, mais plus qu'hypothétique, hein, parce que là, franchement, je suis pas certain. Là, on essaie de faire, on essaie de passer un ou deux messages positifs parce qu'on n'a pas envie de dire non, c'est de la rigolade. Mais je dis, est-ce que le Standard, les supporters du Standard ne méritent pas qu'on s'intéresse à ce qui se passe là maintenant plutôt qu'à une rumeur qui est folklorique. Enfin, moi, c'est folklorique pour moi, de ma vue. Après qu'on le dise, je peux comprendre, parce que alors supporters vont se mettre à rêver, ça va être formidable, etc. Mais bon, à un moment donné, moi, je peux pas mettre l'un à côté de l'autre. Un discours où tout le monde est à vendre, tout le monde veut partir, tous les salaires sont trop chers, il y a plus, voilà. On fait venir Axel Witsel. Et d'un autre côté, on fait venir Axel Witsel. Enfin, ça ne tient pas la route. Honnêtement, ça ne tient pas la route. À moins que ce soit lui l'investisseur. Oui, et puis surtout qu'au niveau du joueur, moi je pense qu'il peut encore aller jouer, peut-être pas en Bundesliga, mais il peut aller jouer en Italie, où il y a peut-être un peu moins de rythme dans les matchs, même si l'Italie c'est quand même assez offensif maintenant quand on voit les matchs championnats, mais je pense qu'il a encore 2 belles années devant lui. Il sera gratuit à la fin de la saison, donc il peut encore trouver un chouette défi à l'étranger. On sent le supporter de la Juventus qui s'exprime ici, évidemment. Écoutez, je pense que à Turin, il dirait pas non d'avoir Axel Witsel, parce que quand on voit le milieu de terrain de la Juventus cette saison, c'est un peu compliqué. En attendant, il y a une question qui se pose quand même sur son vrai niveau, parce que je pense que le vrai Witsel, il joue tous les jours à Dortmund. Là, il joue plus. Ça pose question quand même. Moi, médecin sportif m'a dit un jour, quand on a une grave blessure, les croisés ou autres, l'important c'est pas de revenir vite, c'est de revenir bien. Et que ceux qui reviennent trop vite, souvent le payent après. Et peut-être que ça a été un peu vite et que ça le handicape maintenant. Peut-être, j'en sais rien. Et en plus, il y a eu un changement de coach aussi à Dortmund qui fait que bon voilà, ça peut jouer. Voilà, il y a ça, il y a aussi la philosophie du coach forcément. Demain, c'est toujours un peu cette impression que j'ai. Vous le reprenez, vous le remettez dans l'équipe belge et vous le remettez dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'il aime faire. Oui, voilà. La manière dont il peut se rendre disponible pour une équipe. Et alors, on va retrouver qu'il est de nouveau super compétitif. C'est comme si aujourd'hui, à 33 ans, on commence à se dire, tiens, je découvre les défauts d'un gars. Ben oui, forcément, il a des défauts, des qualités. En capitalisant sur ses qualités, je pense qu'il peut encore en effet faire 2 années assez largement
Enfin voilà, donc bon bref. En tout cas, son père semblait dire qu'il reviendrait peut-être un jour au Standard, mais comme vous le disiez tout oui, bien, sous quelle Jean-François, sous une forme plus peut-être dans un staff, soit pour aider les jeunes. On sait qu'il est très attaché à ce club. J'aimerais quand même une petite souris, je sais pas d'où il faut être pour avoir cette information. Hein. Je sais pas qui a sorti ça, mais alors voilà, ça doit être, je sais pas, c'est peut-être tombé dans un bar, dans un comptoir, je sais pas, quelque part. Ah, c'est le mois des rumeurs, hein, les transferts. Ça vient de sa situation à Dortmund. Oui, ça aussi. Le fait qu'on sait qu'il a aussi investi dans le club, dans l'immobilière, etc. On sait tout l'attachement, et je pense. On parlait tout à l'heure justement des résultats actuels du Standard, même si c'est plus positif maintenant avec cette victoire notamment à Eupen et ces 2 partages contre le Standard, contre Anderlecht et contre le club de Bruges. On sent quand même que les supporters ont aussi besoin d'une perspective. Oui, mais s'ils ont besoin, j'ai une bonne rumeur. Donc l'année prochaine, il paraît que Witsel revient aux côtés de Fellaini. Et on y est quasiment. Non, enfin. Oui, de faux, ça va être plus compliqué. Oui, de faux, ça va être plus compliqué. Mais non, mais, tu vois, mais ce qui doit faire mal, je pense, aux supporters du Standard aussi. Je voyais ça sur les réseaux sociaux. Il y a eu une période où il y a eu une rumeur que Miralas pourrait signer à un moment donné. Il a été approché par Waasland Beveren. Ça fait mal de se dire que Miralas s'est entraîné pendant des semaines au Standard, et que le Standard actuellement, je pense, n'est pas capable de prendre financièrement un joueur comme Miralas. Et que des clubs de D1B qui sont sous investisseurs étrangers dans le cas des États-Unis et américains. Mais c'est pour ça que les supporters, on leur doit un truc, c'est de dire la situation du Standard, c'est tout le monde est à vendre. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui, factuelle aujourd'hui. Demain, peut-être autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ça le discours du club. Et pour 28 janvier, Venanzi avait dit qu'au mois de janvier, il portait début février. Début février, oui. Ok. Bientôt fin mars. Oui. Bon, la suite au prochain épisode, on va clôturer là-dessus. Par contre, un petit instant promotion quand même avant de clôturer cette émission. Emiliano, la semaine prochaine, en ce qui vous concerne, vous allez un peu travailler, c'est la Coupe de Belgique. Coupe de Belgique, mercredi soir, Gand-Bruges, et puis jeudi, Eupen-Anderlecht, les demi-finales. Et les retours se passeront dans un mois, oui, début mars. Jean-François Rémy, vous par contre, c'est plage, caliente. Farniente, à peu près comme toute l'année. Qu'est-ce qui se passe Je laisse Emiliano travailler, et puis voilà. Non, c'est simplement qu'il y a une petite pause dans le calendrier anglais, donc on va se retrouver le 5 pour un match de Burnley, mais qui est un match postposé. Enfin voilà, et puis après on redémarre très sérieusement pour la dernière ligne droite, avec évidemment toujours cet inconnu qui sera champion d'Angleterre, même si ça se précise avec City quand même. Oui, puisque l'intégralité de la Première Ligue, c'est donc chaque week-end sur les 3 chaînes de Vous Sport World. Grégory Baillet, dans les journaux de Sudinfo, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Demain, il y a du lourd, évidemment, comme chaque week-end. Et évidemment, et on aura surtout, ça je vous le conseille, un gros dossier sur le football bruxellois avant le choc entre le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, qui se jouera donc à l'Union. Et on est allé notamment à la rencontre de supporters, assez étonnant, notamment un supporter d'Anderlecht qui a quitté Anderlecht pour devenir supporter de l'Union Saint-Gilloise. Ah bon. Mais en restant quand même encore avec une petite attache mauve. Et donc vous verrez tout ça demain dans vos différentes éditions. Ça fait mentir le petit dicton qu'on dit dans les tribunes qu'on ne change jamais de club. Hein. Ça c'est. Ah ben là, il y en a certains qui. On peut changer tout, hein, de boulot, de maison, mais pas de club. Là, ça fait un peu mentir. Mais là, il y a toujours l'exception. Il y a des choses qu'on peut pas dire. Et dans les journaux, demain également, la séquence de Philippe de Witt, un petit avant-goût. Non, c'est une surprise, vous découvrirez ça. Il ne sait pas encore. L'art du teasing, évidemment, on reconnaît bien là l'oncle Phil. Je parle en fait d'une légende du sport belge que les jeunes ne connaissent certainement pas. Vous sans doute, Laurent Verbist, parce que ça va faire 55 ans, je pense, qu'il est décédé le 2 février dans un accident de la circulation. Et il avait 26 ans, c'était un joueur exceptionnel, le compagnie blanc, on pourrait dire, pour un peu situer. Et je retrace un peu le parcours de Laurent Verbist avec aussi certains destins mêlés qui sont assez étonnants. C'est à découvrir. À découvrir demain, donc, dans les journaux La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Merci à tous, à la semaine prochaine.